Bonjour, on va commencer la première séance de ce colloque final du Joint African Studies Programme. Je m'appelle Mamadou Diouf, je suis historien et j'enseigne à Columbia University dans un département qui s'appelle MISAS. Middle Eastern, Southern Asian and African Studies, et aussi au département d'histoire. Et je dirige l'Institut d'études africaines. Donc ce colloque est co-organisé par Columbia University, par l'Université de Paris 1 et par Sciences Po. Ce que je voudrais faire très rapidement avant de passer la parole à mon collègue avec qui on a collaboré pour diriger ce projet qui s'appelle JASP, Joint African Studies Programme, dont l'idée principale était d'organiser des échanges entre l'Université de Paris 1 et Columbia University, échanges d'enseignants, échanges d'étudiants, qui a permis pendant plus de 3 ans, disons, de tenir, si vous voulez, une conversation autour de 2 axes, qui sont les 2 principaux axes qui avaient intéressé, si vous voulez, les 2 équipes. Le premier axe était un axe qu'on avait commencé à Columbia, qui réunissait différents instituts, si vous voulez, et différents programmes, dont un programme qui s'appelle le programme du Committee on Global Thought. L'idée, c'était de faire quelque chose qu'on a appelé les arts de la citoyenneté, the art of citizenship. Et ce travail a permis d'aller un peu plus loin, justement, en s'articulant au travail que les collègues faisaient ici, la question des parlements et de la politique de la rue. C'est-à-dire ce qu'on a essayé de mettre au centre de nos activités, c'était principalement regarder l'Afrique à travers des mouvements sociaux, mais les mouvements sociaux qui, dans la plupart des cas, se sont exprimés autrement que par une intervention directement politique. Mais c'était une manière de lire des manifestations, qui étaient des manifestations qui avaient, si vous voulez, qui reposaient sur des procédures esthétiques, que ce soit des procédures musicales, que ce soit des procédures autour du corps et de la danse, que ce soit des procédures autour, en fait, des arts plastiques. Donc ce travail, si vous voulez, cette collaboration a été fortement appuyée par, disons, les services culturels français, en particulier autour d'un programme qui s'appelle le PUF. Et vraiment, tous les collègues ont insisté pour effectivement remercier le PUF, le programme universitaire qui est un programme d'échange. Et ce programme nous a permis librement de mener nos recherches. Et ce programme a financé nos 2 équipes. Et c'est un financement qui était très important, mais aussi un financement qui n'imposait aucune démarche. Et je dois annoncer que le PUF nous a donné encore un nouveau financement pour le nouveau programme qu'on a, qui est un programme qui continue, mais dans une direction différente, parce que ce programme porte sur les humanités. Donc, on va essayer de voir de quelle manière les humanités ont participé ou ont traduit, si vous voulez, les manifestations qui sont les manifestations qui nous ont plus intéressés. Et je dois dire directement, parce que M. Thomas Michelon est là, qui est le conseiller culturel adjoint à New York, de transmettre nos remerciements au service culturel, mais de transférer nos remerciements aussi en particulier au conseiller culturel Bénédicte de Montlord,
qui a effectivement aidé pour cette première phase. Donc j'ai dit ce qu'on a fait. Je peux aussi parler des travaux qui sont des travaux qui font partie du mouvement à la périphérie, que ce soit les travaux de Pomerol ou de Simeon, les travaux sur les biographies militantes, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est que ce travail, comme j'ai dit, il y a eu une partie qui a été menée à New York, une partie aussi, un important colloque qui a eu lieu à Abidjan et, disons, auquel a participé, en termes d'organisation, notre collègue Abou Kamaté, qui malheureusement ne peut pas être là, mais qui a participé à cet extraordinaire colloque qu'on a organisé à Abidjan, où en particulier ce qui va se passer au Burkina est annoncé, avec, disons, les acteurs du ballet citoyen. Et c'est juste quelques mois après que la situation s'est débloquée, si vous voulez. Donc ça aussi, c'est important, remercier ceux qui ont pu, en fait, aider à ce travail. Et ça, j'en ai pas parlé, mais l'intérêt, si vous voulez, du travail que nous avons mené pendant plusieurs années, c'est d'avoir été capable d'aider à organiser la conversation, pas seulement une conversation d'universitaires, une conversation de chercheurs, mais ce que nous avons essayé, c'est d'engager le dialogue avec des activistes, d'engager le dialogue avec des musiciens et de juxtaposer différents discours, que ce soit des discours qui se veulent esthétiques et politiques et des discours qui se veulent scientifiques. Et ce type de travail, je pense, a produit plusieurs livres dont on va parler, plusieurs articles dont on va parler. Donc, pour terminer, ce que je voudrais faire, c'est de remercier tous les acteurs qui ont participé à la réussite du travail qui a été fait, mais aussi de les inviter à nous rejoindre pour le travail que nous allons faire. Donc je pense que Richard va continuer aussi les remerciements, mais je voudrais remercier les collègues de l'Université Paris Diderot, notamment Odile Guerg, Fred Eboko, Didier Nativel, qui vont participer à nos débats. Un grand merci aussi à toute l'équipe d'Africa Color, Anne-Laure, Agathe, Sébastien, pour avoir rendu possible cette rencontre entre chercheurs et artistes activistes. Une mention spéciale à Vladimir Cagnolari, qui animera la soirée de mardi avec son vieux complice, Soro Solo, et qui a coordonné en large partie ce colloque. Gratitude enfin envers Justin Weiss, Dominique Meillochon et les services du Centre d'analyse, de prévision et de stratégie du Côte d'Orsay, qui accueille une partie de nos invités pour une semaine d'échange avec les diplomates et les acteurs français, y compris le ministre des Affaires étrangères lui-même. Je vous remercie. Merci. Merci Mamadou de ces mots d'introduction. Merci de votre présence à tous aujourd'hui, principalement aussi nos invités qui viennent de loin, comme on le sait. Mamadou a résumé en quelques mots l'origine un petit peu de notre démarche et du colloque d'aujourd'hui qui, tu l'as dit, avait un précédent à Abidjan où nous avons effectivement fait cette première rencontre entre chercheurs, activistes, artistes. Kajim était là, en particulier sur scène aussi. Depuis lors, les choses ont aussi bougé et il nous a paru important de reprendre cette discussion car le constat, tout le monde peut le faire, vous le voyez bien tous les jours, 25 ans après les premières transitions vers le pluralisme au sud du Sahara, on a l'impression qu'il y a une espèce de nouvelle vague de revendications démocratiques qui gagnent le continent sous la forme parfois d'insurrections civiques, avec des guillemets, dans la mesure où, depuis le début des années 2010, on a vu en de nombreux pays, effectivement, des foules se lever contre la tentation des gouvernements de se maintenir au pouvoir, au mépris notamment
notamment des règles constitutionnelles. Donc, tu l'évoquais, Mamadou, le sentiment qu'on voit émerger de nouveaux mouvements citoyens qui innoveraient dans leur manière de mobiliser les foules. On va en discuter, notamment par la musique ou par d'autres moyens, et qui semble un activisme qui semble dessiner une espèce de nouvel horizon des possibles de l'action citoyenne en Afrique, qui serait fondée désormais sur de nouvelles solidarités transnationales, aussi sur une méfiance vis-à-vis du vieux système des partis, et puis c'est ça qui est au cœur de leur action, une nouvelle forme de vigilance civique qui est intéressante parce qu'elle est à la fois radicale dans ses moyens mais aussi légaliste sur le fond, dans la mesure où c'est aussi la question du respect de la Constitution, du nombre de mandats, du calendrier électoral qui est en jeu. Alors faut-il y voir, comme on l'a dit au Burkina, l'émergence d'une rucratie qui consacrerait le pouvoir de la rue sur les dirigeants. Je crois qu'il faut aussi qu'on fasse attention parce que le succès de ces révoltes citoyennes au Sénégal, au Burkina, ne doit pas non plus masquer la répression qui s'abat sur les mouvements civiques dans les pays d'Afrique centrale et des Grands Lacs en particulier, dont les dirigeants, vous le savez, instruits par la chute de Blaise, évidemment, ne veulent pas finir comme lui et sont déterminés plus que jamais, sans doute, à maintenir leur hégémonie. Et je crois qu'il faut aussi préciser que cet intitulé, peut-être un peu provocateur du colloque, ne doit pas non plus nous tromper, ni nous bercer d'une espèce d'illusion héroïque, comme dirait notre collègue d'Aubry, que véhiculent généralement toutes ces images des manifestations, de ces nouvelles formes d'action civique. Il faut qu'on se méfie évidemment des biais normatifs ou téléologiques que véhiculent ces images et partir plutôt, c'était notre hypothèse de départ, du constat ou d'une hypothèse d'une pluralité, d'une ambivalence fondamentale de ces politiques de la rue au pluriel qui ne se réduisent jamais à des oppositions binaires entre le haut et le bas, entre des pouvoirs forcément corrompus et des sociétés civiles nécessairement démocratiques. En Afrique comme ailleurs, on le sait, la rucratie peut s'accommoder de divers ordres politiques. Elle peut tout bien soutenir le pluralisme que un nouvel ordre prétorien. Néanmoins, et c'est ça que nous voudrions interroger ici, on observe que ces vagues de mobilisation citoyenne s'accompagnent aussi d'une recomposition, je dirais, des cultures urbaines, et Mamadou l'évoquait, Thomas va y revenir, et une transformation aussi des modes d'occupation de l'espace public sur lequel justement nous avons travaillé dans ce programme. Et ici, on le sait, en écho à tout un ensemble de mouvements, de la place Tahrir à la Puerta del Sol et au mouvement Occupy ailleurs, on sait qu'il y a eu tout un tas de mouvements en Afrique qui ont émergé ces dernières années. Y'en a marre au Sénégal, le ballet citoyen au Burkina, les Filimbi, la Lucha en RDC, les Ça suffit ou Ça suffit au Tchad, au Gabon, au Congo, Walk to Work en Ouganda, Fees Must Fall en Afrique du Sud, Barakat en Algérie, Emouito en Angola, etc. Donc, on a cette effervescence-là qui montre que dans de nombreux pays, pour résister à ces manœuvres dictatoriales de captation des pouvoirs, les citoyens se mobilisent et tentent de se poser en sentinelle de la démocratie, comme ces mouvements se positionnent. Et les artistes, on l'a dit, jouent un rôle important dans cette dynamique-là, dans cette prise de parole, comme le montre l'implication notamment des rappeurs et autres dans ces mouvements, et on est heureux de pouvoir en accueillir ici. Donc comment analyser ça, Comment analyser ces mouvements civiques qui se présentent comme des espaces alternatifs, en quelque sorte, à l'espace public dominant? Faut-il y voir des espaces de confrontation avec le pouvoir, ou dans certains cas, des courroies de transmission de celui-ci? Faut-il, Mamadou en parlera cet après-midi, y voir le signe d'une seconde indépendance, ou au contraire la reproduction de l'ordre postcolonial dominant? Est-ce qu'il y a là matière à voir peut-être des lieux contre-hégémoniques qui seraient propices à l'émancipation citoyenne et générationnelle? C'est un point également crucial. Ou au contraire, des instruments paradoxaux de subordination à des hiérarchies sociales, politiques, notamment liées à l'aînesse sociale. Et ça, c'est pas petite affaire, comme on dit à Abidjan. Et quand on voit effectivement tous ces jeunes à la tête des mouvements, on peut s'interroger. Est-ce qu'il y a vraiment là une espèce de révolution des subalternes qui se met en marche, ou est-ce que c'est évidemment plus compliqué que cela? Et je pense qu'on va en discuter pendant ces 2 jours. Et puis enfin, qu'est-ce que nous dit cette politique de la rue des mutations plus larges des cultures urbaines et de la façon dont les citoyens africains aujourd'hui imagine la cité de demain? Thomas, je crois que tu voulais en dire un mot. Oui, absolument. Déjà, bonjour à toutes et tous, et merci d'être venus si nombreux. Donc sur cette question des cultures urbaines et de leur mutation que tu viens d'évoquer, Richard, il y aurait bien sûr énormément de choses à dire.
Je vais me contenter pour le moment, pour ce moment d'introduction, de lancer quelques pistes de discussion. Alors les mouvements Y en a marre, le Ballet citoyen, Filimbi ou encore Lucha sont autant de mouvements qui ont pour particularité notamment de faire converger les lignes entre d'un côté des expressions culturelles urbaines, et le hip-hop et le rap en particulier, et puis d'un autre côté les registres de la contestation et de la mobilisation citoyenne. De ce point de vue, le problème est donc d'interroger des modalités culturelles d'interpellation politique en observant notamment des systèmes de vases communicants entre ces deux registres. Alors tout ça renvoie bien sûr à une grande diversité d'enjeux en regard des histoires et des contextes locaux, et on aura à revenir sur ces différents éléments de comparaison dans le cadre des tables rondes. Et par ailleurs, ces mouvements civiques ou ces mouvements citoyens ne sont pas composés uniquement de rappeurs, loin s'en faut. Plus généralement, il serait, je pense, simplificateur de dire que le rap s'assimile de toute façon, dans tous les cas, voire par nature, à un art de révolter. Ces précautions mises à part, on doit bien admettre que l'intrication entre art urbain et contestation constitue un peu la marque de fabrique de ces mouvements qui ont donc émergé au cours des 5-6 dernières années. Et de la même manière, ça a contribué à leur popularité, y compris internationale. Alors sur ce point-là, je voudrais juste faire quelques remarques. D'abord, on assiste bien souvent à la reconversion de compétences artistiques ou rapologiques dans le champ politique au sens large. Dans le cas de Y en a marre, par exemple, les grands chantiers orchestrés par le mouvement sont fréquemment accompagnés de la production d'un titre de rap qui en assure la publicité tout en servant éventuellement de levier de mobilisation. Mais on peut également évoquer le style d'expression adopté par certains représentants de ces mouvements, un style d'expression choc, provocateur, incisif, qui est éventuellement assimilable aux pratiques du clash et de la punchline dans le jargon du hip-hop. Et donc ce style d'expression s'émancipe des formes plus classiques et légitimes de prise de parole, c'est-à-dire notamment qu'il soutient un mode d'interpellation direct, sans embâge. Et en ce sens, il s'oppose à ce que Fou Malade, ici présent, a pu nommer une fausse morale sénégalaise pour ce qui le concerne. Fausse morale en ce sens qu'elle tend à enfouir certains problèmes ou certaines revendications sous les convenances et les hiérarchies sociales, ou encore sous ce que Achille Mbembe a nommé une lecture parentale de la subordination politique. Et du même coup, et c'est ça qui est intéressant, le potentiel d'indocilité ou d'indignation populaire s'en trouve affaibli, pour ne pas dire tout à fait annulé. Et du reste, on a ici, en la personne de Fou Malade notamment, un véritable esthète du clash, et peut-être, j'espère en tout cas qu'on aura l'occasion de le voir à l'œuvre ces jours-ci. Alors, 3 choses me paraissent intéressantes à souligner de ce point de vue. D'abord, le fait qu'un mode d'expression considéré comme mineur, le rap ou le hip-hop plus généralement, donc le fait qu'un art mineur sous-tende des revendications majeures qui se rapportent au devenir collectif. Et donc le thème de la revanche du subalterne que Richard a mentionné s'invitera probablement dans nos discussions. Ensuite, ce style d'énonciation direct et transgressif contient une portée critique au-delà même des propos qui sont tenus. Et c'est en ce sens que le style d'expression, comporte bien une dimension politique qui est intrinsèque en quelque sorte. Et il est peut-être un de ces nouveaux lieux de dénonciation du politique où le fond et la forme se renforcent mutuellement. Et par ailleurs, le style constitue un marqueur générationnel très fort. Enfin, et néanmoins, je dirais, si ce style est incisif, il peut être aussi à double tranchant, puisque les détracteurs de ces mouvements ont beau jeu de critiquer la forme dans le but de délégitimer la portée contestataire du discours lui-même. Et la critique, à laquelle je ne souscris pas, mais qu'il faut bien mentionner, est un peu celle-ci. Comment peut-on promouvoir l'idée d'une citoyenneté plus morale tout en rompant avec les convenances sociales dominantes, voire avec certains canons culturels locaux? Et donc les rappeurs activistes sont de ce fait renvoyés à un statut d'outsiders, voire de malfaiteurs culturels. Et autrement dit, c'est sur ou depuis le terrain culturel qu'on cherche à les disqualifier politiquement. Et donc l'enchevêtrement des registres du politique et du culturel n'est pas chose nouvelle au Sénégal, au Congo et ailleurs, mais il se donne à voir dans ces mouvements sous une forme réactualisée, je dirais. Alors à ce niveau, il y a à la fois un malentendu et un piège dont il faut se prémunir, outre bien sûr les écueils assez évidents du culturalisme politique. Nos camarades ici présents ne sont pas des bandits sociaux, et bien au contraire, au cours des années passées, ils n'ont eu de cesse que d'affirmer leur attachement à une certaine idée de la légalité.
Ce sont littéralement des légalistes. Plus légalistes que le législateur, en quelque sorte, et c'est précisément cet attachement exemplaire aux droits et aux devoirs citoyens qui leur permet de pointer les dérives et les excès gouvernementaux. Et du reste, à cet égard, on peut souligner un élément de comparaison ou de contraste sans doute fondamental entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, pour dire les choses un peu rapidement. La posture légaliste requiert une confiance minimum dans le jeu démocratique et le fonctionnement des institutions, auprès desquelles il convient certes de se positionner en sentinelle, mais tout de même, de ce point de vue, l'enjeu est moins de renverser un système et ceux qui le tiennent que d'œuvrer à la conservation d'acquis démocratiques tout en promouvant une nouvelle morale civique. Et il me semble que le cas sénégalais, de ce point de vue, est vraiment édifiant. Donc on est en droit de se demander si ce modèle et ces expériences sont véritablement transposables dans des sociétés où cette confiance minimum dans les institutions est pour le moment au moins encore de l'ordre de l'impensable. Autrement dit, la posture légaliste est-elle tenable ou même a-t-elle un sens face à des adversaires qui, eux, littéralement, ne jouent pas le jeu? Les registres du pensable et de l'impensable politique se rapportent plus largement à l'idée d'un horizon utopique qu'il nous faut prendre très au sérieux, et c'est du reste ce qu'on essaiera de faire au cours de ces journées, en écoutant entre autres la conférence d'Achille Bembe, puis en discutant le problème des narrations de l'histoire et des imaginations du futur démocratique dans une 4e table ronde qui se tiendra demain matin. Tout ça soulève simultanément le problème de la violence, y compris la violence physique, à laquelle on est prêt à recourir ou à laquelle on accepte de s'exposer, au nom d'une certaine idée du devenir collectif. Et de ce point de vue encore, sans doute, des éléments de comparaison très riches pourront être dégagés. Donc voilà quelques éléments, quelques grandes lignes de discussion et de réflexion qu'on a voulu faire émerger au cours de ces 2 journées. Merci Tom. Ouais, et sur cette question de la comparaison, Thomas y insistait à l'instant, ça nous paraît extrêmement important et on a voulu vraiment construire aussi ce 2e colloque en quelque sorte en travaillant sur la comparaison entre Afrique de l'Ouest et Afrique centrale particulièrement où la question, où la violence, on le voit, se déchaîne là depuis quelque temps pour réfléchir justement à ces questions, à ces enjeux que tu viens d'évoquer et aussi de façon plus générale sur la question démocratique, y compris en Occident où elle est, comme vous le savez aujourd'hui, un peu mise à mal. Je vais juste peut-être pour conclure, parce qu'on a déjà été trop long, rebondir sur cette affaire du rapport entre lutte civique et violence. Violence d'État, bien évidemment, mais aussi violence insurrectionnelle ou rebelle qui pose ou qui repose la question d'une part des échelles de la répression. J'imagine que nous allons en parler entre les collègues qui viennent d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, mais aussi qui repose la question des moyens et des fins. Les questions classiques, est-ce qu'on peut s'en tenir à la ligne légaliste que tu évoquais lorsque les hélicos bombardent les opposants au Congo B, que peut la musique et Facebook face au bal, etc. Enfin, bon, ce sont des questions toutes banales, mais qui ont quand même néanmoins leur place. Et puis, cette posture-là, au fond, est-ce qu'elle peut promouvoir une révolution sociale démocratique ou est-ce qu'au contraire, l'enterre sous les normes bienséantes de l'état de droit ou de ce que Florence Brisset appelle une citoyenneté de la distinction? On verra sans doute aussi à travers ces 2 jours que les mécanismes historiques de la révolution passive peuvent tout à fait intégrer également ces nouveaux mouvements-là. Et puis au fond, cette question des moyens, elle pose, ou elle doit prendre au sérieux cette question que posent les mouvements citoyens eux-mêmes. Est-ce qu'on peut faire de la politique autrement? Vous savez que c'est un peu de saison, pas seulement en Afrique. Est-ce qu'on peut faire de la politique autrement, notamment en refusant d'entrer dans le jeu politique? Alors, on a déjà eu cette discussion, tu te souviens, Kadjim, à Abidjan, sans jouer le jeu partisan. Et jusqu'où cette ligne est tenable. Et cette posture du vigilantisme civique qui est proposée pose aussi, c'est quelque chose sans doute dont il faudra reparler, la question du devenir de ces mouvements-là, qui se heurtent classiquement à des dilemmes qui se posent à toute action collective, ceux de l'institutionnalisation, de la professionnalisation, voire de l'ONGisation de certains de ces mouvements, qui parfois, en utilisant toutes les techniques de la démocratie participative, comme on dit,
cantonne celle-ci au registre du développement local et communautaire, sans que manifestement ça change grand-chose au bout du compte. D'accord ? Et sans compter qu'en plus, ce vigilantisme civique peut parfois glisser vers d'autres formes de vigilantisme sécuritaire, milicien, comme le cas des Ouagadougou le montre notamment au Burkina. Et puis enfin, par-delà ces questions des modes d'action, je terminerai sur ce point, il nous faut discuter du fond quand même. On l'avait peu fait à Abidjan, il nous faut parler aussi de ces idées, des valeurs qui sont promues par ces nouvelles luttes citoyennes, et en particulier dans leur rapport au monde. Parce que, évidemment, je crois qu'il est assez banal de constater que ces luttes s'accompagnent d'un rejet virulent des ingérences extérieures, du néocolonialisme, qui parfois d'ailleurs se conjugue à d'ambivalents appels d'empire. Et je pense qu'effectivement, on aura ces discussions, c'est normal. Il nous faut aussi discuter des responsabilités de ce qu'on appelle la France-Afrique, de toutes ces collusions politiques, économiques, commerciales qui obèrent le changement. Et je crois que ce que nous avions essayé de faire avec Dino Koutolo en Côte d'Ivoire, il nous faut prendre aussi au sérieux ce discours anticolonial, même si pour certains il peut paraître éculé, et entendre ce qu'il nous dit aujourd'hui, des imaginaires de l'assujettissement et de l'émancipation, notamment parmi les nouvelles générations. Et puis il me semble, on terminera peut-être par cette question, que par-delà ces discours assez convenus de l'anti-impérialisme, il faut peut-être aussi réfléchir ensemble, si vous le voulez bien, aux tensions idéologiques, voire, j'allais dire, épistémologiques, qui traversent aussi ces nouvelles luttes civiques, qui contestent tout autant les pouvoirs que l'ordre des savoirs. Et ça, c'est un enjeu peut-être quand même important, notamment autour de l'impératif de l'africanisation des luttes, de la décolonisation de la pensée. Il y a eu des débats il n'y a pas très longtemps au Sénégal sur ce sujet. Est-ce que cet impératif-là de la décolonisation de la pensée conduit nécessairement à la clôture identitaire, afrocentriste, autochtoniste, ou est-ce qu'il peut se conjuguer à d'autres écritures africaines de soi, pour citer encore Achille, des écritures africaines de soi afropolitaines, comme il dit, qui seraient ouvertes sur le monde et propices peut-être à de nouvelles formes de résistance transcontinentale dont on a bien besoin, vous le savez, en ces temps néolibéraux de trumpisation du monde. C'est aussi une question qu'on voulait poser de manière transcontinentale. Merci de votre écoute pour cette introduction. Je crois que... Merci Richard. Donc ce qu'on va faire, on va passer directement à la table ronde intitulée « Le pouvoir de la rue, expérience ouest-africaine ».